Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du club, une édition spéciale avec un invité spécial, le président de la Fédération royale marocaine de football, les nouveaux membres du comité exécutif de la CAF, la Confédération africaine de football, Fawzi Rqja. Bonsoir et bienvenue dans le club. Bonsoir et merci pour l'invitation. Seront à mes côtés pour débattre avec vous ce soir, Fawzi Rqja, Reda Allali. Bonsoir Reda. Bonsoir à vous. Et Amin Rahmouni, bonsoir. Bonsoir Jabel, bonsoir Président, bonsoir à vous tous. Alors, comme je le disais il y a un instant, vous avez été donc élu au comité exécutif de la CAF. D'abord, première question, qu'est-ce que cela représente pour vous? Pour moi, je pense que, en tout cas ça va de soi, c'est pour le Maroc, c'est une candidature du Royaume. C'est un retour à la norme. L'absence n'était pas du tout justifiée, il a duré longtemps, c'est dommage. Et je pense que ce retour, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est un retour pour rattraper déjà cette absence et pour débuter un process qui ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Ce n'est pas une finalité en soi, c'est un début, ça nécessite évidemment un travail collectif de tout le monde et un travail continu. Et je pense que le Maroc, il a le potentiel, l'histoire, pour occuper des positions beaucoup plus avancées. En tout cas, dans l'imaginaire populaire, avoir un Marocain au comité exécutif de la CAF va rendre la vie de notre football plus facile. C'est vraiment pas le cas parce que vous ne représentez pas que le Maroc, vous représentez une région, l'Afrique du Nord. Ah, ça c'est évident, mais je pense que cette idée elle est devenue la règle, donc est la base de réflexion au niveau effectivement du public sportif et footballistique, parce que l'absence du comité exécutif d'une part, mais aussi on n'a pas eu de commission, on n'a pas présidé de commission depuis longtemps, et c'est le travail et l'organisation et des compétitions, de l'arbitrage, travail technique, formation. Et comment vous l'expliquez, les décisions, une si longue absence comme ça? Je pense que c'est une responsabilité à ce niveau-là aussi collective. Qui incombe aussi aux Marocains. Oui, parce qu'on n'a pas pris, effectivement, on n'a pas pris le risque d'aller aux élections. Et on a eu des occasions, effectivement, surtout lorsqu'on a organisé l'Assemblée générale de la CAF à Marrakech en 2012. Moi, je pense qu'on a raté effectivement des opportunités. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas commencer aujourd'hui un processus et aller chercher des perspectives meilleures dans l'avenir. Maintenant, notre présence, effectivement, donnera au Maroc la possibilité de sauvegarder déjà ses intérêts, mais aussi de mettre en œuvre sa vision, sa stratégie, et puis servir aussi ses intérêts dans le continent, sachant qu'on se positionne de plus en plus sur l'organisation des compétitions footballistiques internationales. Amin? Oui, enfin, on est évidemment très très heureux, même si je pense que la question de Jalal a été très pertinente de savoir pourquoi, parce que pendant tout ce temps-là, on a, semble-t-il, un petit peu snobé cette région du monde. On l'avait déjà fait au tout début de la compétition, des compétitions CAF, où on n'allait pas. On a commencé à disputer les CAN que bien tardivement. Et là où je te rejoins aussi, Jalal, c'est quand tu dis qu'on aura l'impression que dorénavant, nos intérêts sont beaucoup mieux défendus. Parce que bon, nous, ce qu'on garde en mémoire, c'est que nous avons eu Sira Ourawa, président de la Fédération algérienne pendant très longtemps à la CAF. Nous avons eu la Tunisie a eu Slim Chibou. La FIFA. La FIFA, oui, effectivement. Aussi. Et alors que nous, non. C'est-à-dire que nous, on a eu Sibel Khayat, par la suite, qui a complètement disparu de la circulation. Et aujourd'hui, un secrétaire général de la CAF, Sila Amrani. Qui est un poste technique, ça n'a rien à voir avec le Maroc, parce que c'est un salarié de la Confédération africaine de football qui n'est pas là pour défendre le Maroc en intérêt. Notre imaginaire, j'ai commencé la phrase par notre imaginaire. On a toujours eu l'impression qu'il nous fallait quelqu'un pour nous défendre. Parce que, je vais rappeler ce que disait Reda très souvent, on a toujours eu l'impression qu'on n'a pas eu de chance, qu'on n'a pas été aidé par des tirages, par des décisions arbitrales. Donc là, effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec votre nomination, les choses risquent de changer. Est-ce que ça sera le cas? Logiquement, les intérêts et du Maroc et l'évolution dans tous ces domaines qui ont souffert d'un certain nombre de lacunes, je pense que ça nécessiterait un travail stratégique sur lequel le Maroc peut contribuer, vu l'expérience, vu le positionnement, vu l'histoire footballistique. Au niveau du continent, on ne peut pas aujourd'hui justifier l'absence
d'un pays comme le Maroc au niveau de la décision footballistique. Et surtout quand ça dure, effectivement, 15, 20 ans, ça devient gênant. Et d'ailleurs, c'est une position qui a été discutée à plusieurs reprises avec le président, l'ex-président, M. Hayatou, et qui a toujours évidemment avait la réponse, c'est que le Maroc n'a jamais présenté de candidature. Ça a été largement discuté avec l'actuel président de la FIFA, M. Infantino, et d'ailleurs, qui a donné la possibilité au Maroc d'intégrer la commission, ma personne, donc la commission de la gouvernance stratégique. Je pense que ce positionnement, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué, il faut le raisonner à des dimensions différentes. On ne cherche pas des intérêts plus précis. On ne peut pas dire que c'est parce que l'équipe nationale va jouer les éliminatoires qu'on doit la protéger ou je ne sais pas quoi. On n'est pas dans ces objectifs. On doit être dans des spectres beaucoup plus larges. Et c'est le développement du football et tirer le maximum de profit de notre présence au niveau de l'institution continentale et de l'institution internationale. Pour illustrer le côté un peu le Maroc snob l'Afrique, je crois qu'on a demandé plus de Coupes du Monde que de Cannes dans l'histoire de notre football. Alors moi, ça m'amène à ma question. En 2015, on avait une crise avec la CAF. Voilà, la CAN devait se tenir au Maroc, elle n'a pas eu lieu au Maroc. On a été exclu des deux prochaines en appel, on est revenu dans la seconde. Voilà, ça c'était il n'y a pas très longtemps, c'est il y a 2 ans. C'est bien ça, il y a 2 ans, voilà. Alors moi je voudrais savoir comment vous avez fait dans les coulisses, puisqu'on parle de politique sportive, enfin pas de politique sportive, mais de politique appliquée dans le monde du sport. Comment vous avez fait en 2 ans pour passer de ces communiqués incendiaires, des plaintes du tribunal du sport, etc., à aujourd'hui où apparemment tout se passe mieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que depuis le départ, c'est-à-dire depuis que j'ai eu l'honneur et le plaisir de prendre les commandes de la Fédération royale marocaine de football, depuis 3 ans, c'est assez court pour effectivement chercher un positionnement déjà au niveau des instances continentales et se positionner donc au niveau du comité exécutif, etc., sachant que le premier dossier que j'ai géré à la Fédération avec les membres du comité exécutif du bureau fédéral, c'était effectivement l'organisation de la CAN 2015 qui a connu des périodes de difficultés énormes. On a connu des dossiers pour commencer une carrière beaucoup plus simple. Exactement, donc c'était assez compliqué, mais de l'autre côté, c'était un moment où les choses se sont clarifiées une bonne fois pour toutes et où le Maroc a montré qu'on ne peut pas être dans des logiques pour subir les décisions du comité exécutif. On est là, on est un partenaire, on doit construire ensemble, on est prêt à le faire, mais sauvegarder, défendre les intérêts du Maroc est une priorité. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié notre recours immédiat et automatique au TAS. Et Dieu merci, donc toutes les choses ont été dépassées. On a décidé juste après avec l'ex-président, M. Hayatou, donc, de tourner la page, chose qui a été faite. Je sais qu'il y avait des séquelles, etc. Et on a travaillé là-dessus, mais je pense que le dossier a été clos une bonne fois pour toutes lors de sa dernière visite au Maroc, qui a duré 3 jours ici à Rabat. Je rebondis sur la question de Reda Fawzi El Rja. Effectivement, donc votre parcours avec la Fédération, vous l'avez commencé par cette grosse patate chaude, ce dossier de la CAN 2015. Et puis, le Maroc, qui n'avait pas de représentant en Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas en comité exécutif de la CAF depuis des lustres. Et là, tout d'un coup, on est passé de rien à un véritable plébiscite en votre faveur, 41 voix à 7. Comment est-ce possible? Quel a été votre message à tous vos collègues, autres présidents des fédérations africaines de football pour les convaincre, pour les séduire, pour qu'ils votent aussi massivement pour vous? Je pense que tout d'abord, il faut contextualiser ce dépôt de candidature. On a eu la chance donc, de l'avoir fait dans un contexte où le Maroc, avec la politique éclairée de Sa Majesté le Roi, donc, nous permet d'avoir aujourd'hui des positionnements politiques au niveau de pratiquement tous les pays d'Afrique. Et ça a été couronné par le retour du Maroc à l'Union africaine lors des assemblées d'Addis Ababa. Ça, c'est un contexte qui a
quand même donné beaucoup de possibilités d'échange et d'ouverture sur les pays. C'est vrai que le choix, tout d'abord, d'aller vers des élections ou non, on a fait le choix de la difficulté. Il fallait aller, l'adversaire et le concurrent n'étaient pas, il était là depuis 30 ans, dans les rouages entre la CAF et la FIFA. J'ai dit que moi-même, j'étais présent au niveau de la fédération depuis 3 ans. Donc mes premières relations avec les présidents des fédérations africaines ont commencé il y a à peine 2 ans. Mais on a fait le choix d'aller avec un programme. Donc on a abordé les élections autrement. On n'était pas demandeur de voter Maroc ou de demander de voix dans les coulisses. On a présenté un programme de développement. On a pris le modèle qu'on a mis en place ici au Maroc. On l'a partagé avec les présidents de la CAF, les présidents des fédérations, bien avant avec Infantino, et qui a pris le Maroc comme référence. Donc on a présenté notre programme pour tous les pays francophones à Paris, de la FIFA. C'était une belle avancée. Et tout le monde a vu la cohérence, le contenu, la substance de ce programme. Et donc les présidents des fédérations ont adhéré. On a signé d'ailleurs des conventions de partenariat dans ce sens, pour un échange et une mutualisation, un partage du savoir-faire et de l'existant, et de concevoir l'avenir ensemble. Et on a fait du retour, donc de l'axe développement du football au niveau de la CAF, comme vision stratégique et prioritaire, un axe de débat et de conviction. Et Dieu merci, donc on a réussi à avoir l'adhésion pratiquement de la totalité des fédérations, parce que sur le score, le véritable, c'est 47-7. Les 6 bulletins qui ont été annulés, ils ont été annulés pour quelque chose qui concerne les autres candidats. Les 6 bulletins ont voté Maroc. Et donc, c'était ça le résultat et le réel résultat de cette campagne. Ce congrès de la CAF, qui coïncide avec le 60e anniversaire de la Confédération africaine de football, a commencé par un véritable coup de tonnerre. La défaite du président sortant, président légendaire, président historique de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, après 29 ans de règne, qui a donc été débarqué à la surprise générale par le président de la Fédération malgache, Ahmed Ahmed. Avec nous pour nous parler de ce coup de tonnerre, notre consultant Hervé Penaud. C'est à vous, Hervé. Bonjour les amis. Quel séisme à la CAF. Mais qui pouvait s'imaginer ça? Hayatou, largement battu lors de ces élections, puisque son concurrent a eu 34 voix sur les 54 qui étaient requises. Ça a été vraiment une surprise. Alors surprise, la défaite, on savait qu'il y aurait de la tension, que ce ne serait pas facile, parce que c'était un peu la fin de règne de quelqu'un qui a dirigé les instances depuis près de 30 ans. C'est-à-dire que c'est dire le poids d'Hayatou dans ces instances, le poids aussi des amitiés qu'il avait pu créer et qu'il avait pu nouer. Et puis finalement, on a senti un souffle nouveau qui a balayé tout ça. C'était un autre moment, une autre époque. Aujourd'hui, il fallait peut-être du renouvellement, certainement du renouvellement. C'est en tout cas ce qu'ont indiqué tous les chefs de la fédération. Il ne faut pas oublier ce qu'a apporté Hayatou pour le football africain. C'est les 5 places en Coupe du Monde, c'est la première Coupe du Monde d'Afrique. C'est pas mal de choses aussi qui ont été faites. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi l'usure du pouvoir. Après 30 ans, il ne s'est peut-être pas rendu compte. Il fallait un souffle nouveau. Il fallait aussi changer peut-être de méthode de travail, d'aspiration. D'ailleurs, son successeur n'a pas tout critiqué de la mandature Hayatou, loin de là. Mais il faut faire autre chose et c'est la fin. Ce qui est un peu dur pour lui, c'est qu'il ne verra pas la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, qui était aussi un de ses chouchous, un de ses petits-enfants, puisque c'était cette Coupe d'Afrique dans son pays. Finalement, ça ne se passera pas. C'est la fin assez triste, on l'a vu très, très triste après l'élection, mais c'était une forme de logique. Il fallait un renouvellement et un changement d'habitude au sein de la CAF. Alors, Fawzi El Qja, est-ce que vous attendiez à ce véritable séisme? Sincèrement, oui. Parce que la CAF, comme tout système, qui ne dégage pas assez de possibilités d'absorber les nécessités et les obligations d'évolution, il est appelé à connaître des changements dans la rupture. Ouais. Je pense que la CAF, depuis 29 ans, non seulement il n'a pas changé de tête, mais le problème, c'est qu'il avait une équipe sclérosée qui a pris beaucoup de distance par rapport au football.
plusieurs premiers, deuxième et troisième vice-présidents n'avaient aucun lien avec le football, ne sont pas présidents, n'occupent aucune place dans le football de leur nation. Et les écarts donc, entre les aspirations des fédérations et le comité exécutif et la CAF, cette institution qui logiquement doit être au service des fédérations. Et donc les écarts ont été creusés. Et je pense que personnellement, je m'attendais à ce changement brutal. Il a été fait à Addis Ababa. Si ce n'était pas le cas, ça ne pourrait pas durer plus que quelques mois. Justement, pour reprendre un peu le terme que vous venez de citer, donc sclérosé, vous avez parlé on parle de séisme. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui qu'une page se tourne au niveau du football africain avec votre nomination sur un score de basket face à Serra Orawa qui était là depuis très très longtemps, monsieur Issa Hayatou qui part au profit. Rugby. Oui, du rugby aussi. C'est une grosse raclée. Oui, c'est un rugby, effectivement. Nouvelle-Zélande. Avec pénalité, avec ça. Voilà. Même le basket, oui. Et donc, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'une nouvelle page se tourne aujourd'hui au niveau du football africain et si elle devait tourner aujourd'hui, elle prendrait quelle direction? Aujourd'hui, quelle serait votre vision, vous, en tant qu'acteur maintenant effectif de ce football-là, sur les 4, 5, 10 prochaines années, par rapport à ce qui a été jusqu'à maintenant mis en place? C'est simple, quand on prend un peu l'évolution de la CAF par rapport à depuis sa création, sa raison d'être, je pense que la CAF, au niveau de l'organisation des événements, il a réussi à des degrés assez élevés. On organise aujourd'hui une CAN régulièrement tous les 2 ans, une CHAN, toutes les catégories d'âge, U17, U19, le football féminin, les Champions League, etc. Je pense que sur ce volet, il y a des ajustements à faire, mais le gros, il a été fait, il est là. Sur le plan institutionnel, la CAF connaît donc des avancées organisationnelles notoires. Il y a quand même une gestion aujourd'hui administrative assez claire, assez avancée. La dimension qui est quasiment absente, c'est le développement du football. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un continent qui permet de donner des centaines de joueurs, qui évoluent au niveau des championnats européens, asiatiques, dans les meilleurs clubs du monde. Mais au niveau de la pratique du football, au niveau du continent, il se fait dans des conditions de précarité notoires. Justement, là, on parle de partage des richesses, mais parce qu'effectivement, on a quand même des fédérations qui n'ont pas de moyens. Est-ce que, par exemple, votre prise en charge de la compétition du Malawi sur la CAN 2019, où ils ne pouvaient plus assurer justement leur participation, va dans ce sens? Ça va dans le rôle aujourd'hui que vous êtes assigné au niveau de l'Afrique? Ou alors, aussi une meilleure rétribution des deniers de la CAF, de la Confédération africaine de football. Et finalement, ce n'est pas un pays de prendre en charge un autre, mais c'est plutôt une institution, la CAF, de le faire, et une meilleure rétribution de l'argent de la Confédération africaine de football. Par rapport au Malawi, c'est une action du Royaume du Maroc. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui d'utiliser le football et le sport d'une manière générale comme moyen d'aborder les problèmes d'ordre diplomatique. Avec le Malawi, vous connaissez la situation. Le Royaume du Maroc, avec sa conscience, sa générosité. Donc on a eu le ministre de la Jeunesse et des Sports du Malawi qui s'est déplacé à Addis Ababa. On a discuté et la décision a été prise donc d'éviter le forfait du Malawi. Et je pense que tout le monde a apprécié l'action du Royaume du Maroc, le Malawi aussi, et on a signé même une convention de coopération en matière sportive. Et je pense que ça serait l'ouverture d'une nouvelle ère de relations avec le Malawi. Par rapport maintenant à l'Afrique et la dimension de développement... Et la rétribution, un peu plus équitable, en tout cas, des deniers de la CAF. En tout état de cause, la gestion au niveau de la CAF, aujourd'hui, il y a des ressources, parce qu'il y a 2 approches d'aborder cette gestion. Si on opte pour l'approche comptable, et on va dire on reçoit aujourd'hui 100, voilà comment on les dépense, ça reste une approche comptable. Il faut la certifier par des bureaux d'audit, et ça s'arrête là. Le problème, ce n'est pas ça, c'est le problème de choix footballistique. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on se fixe comme priorité? C'est ça ce qu'il faut aborder. Il faut le faire en profondeur. Aujourd'hui, comme j'ai dit, personnellement, et j'ai lu avec beaucoup d'attention le dernier rapport financier de la CAF, et l'état normal,
de consacrer entre 10 à 15% des ressources de la CAF aux réunions des commissions. Aujourd'hui, les technologies permettent d'échanger à distance, permettent d'organiser des vidéoconférences et d'éviter les déplacements et le logement des gens, etc. Ouais. C'est 15% comme des ressources. Et ça, en relatif, en absolu, c'est beaucoup d'argent et qui permettrait d'avoir des pelouses beaucoup plus meilleures. Et en venant ici, je disais à CGLL, est-ce que vous concevez quand on a joué au Cap-Vert, le pays qui était classé numéro 1 en Afrique en matière de football, classement FIFA, oui. Eh ben, on a joué sur une pelouse synthétique, génération il y a 10 ans. C'est ça, c'est le football élite, tout le monde a vu, même les pelouses donc, de la pratique de la CAN, de la dernière CAN, et ça c'est l'image de l'Afrique, etc. Mais le plus important, et là où il y a plus de travail à faire, c'est au niveau de la jeunesse. Il faut aller vers les centres de formation, il faut aller vers les terrains, les pelouses au niveau des petites et moyennes villes. C'est ça ce qui permettrait à l'Afrique, effectivement, d'avoir du talent, d'avoir des possibilités de développer son football par des cycles qui dégagent des valeurs intrinsèques. Je voudrais revenir à Issa Hayatou, bien sûr 29 ans de règne, et comme le disait Hervé, peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre, ça aurait été les mêmes réalisations, voire mieux, mais le football africain s'est beaucoup développé depuis l'arrivée d'Issa Hayatou, qui a défendu un peu l'Afrique par rapport à l'Europe et aux grandes puissances, qui a développé une compétition qui est aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations, qui a développé les compétitions aussi comme la Ligue des champions d'Afrique, le CHAN. Il y a 5 représentants du continent africain. Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Sans rien jeter, ni le bébé ni l'eau du bain, ces compétitions existaient. La CAN existait en 88. Ce n'est pas la même CAN. Ce n'est pas du tout la même compétition, Reda. En point de vue d'intérêt, que ce soit populaire, l'intérêt populaire, international, elle a naturellement évolué comme évolue. Mais c'est-à-dire que la Ligue des champions existait, c'est le nom qui a changé les venues d'Europe. La CAN, chaque 2 ans, avait lieu. Effectivement, il y avait 8 équipes de groupes de 4. Mais bien sûr, la CAN, elle existe depuis les années 60, mais ce n'est pas du tout la même épreuve. Mais je ne suis pas là pour défendre Hayatou, juste pour qu'on soit un peu juste dans notre analyse. On se demande. Non, c'est pour juste être. Et ce n'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire que dans ce qui a été réalisé aussi, il y a quelques bonnes choses au niveau de... Moi, j'ai couvert la CAN depuis une vingtaine d'années, et la CAN d'aujourd'hui, ce n'est pas la CAN d'il y a 20 ans. Moi, je vais vous dire la plus grande réalisation de Blatter, et je rajoute Hayatou là-dedans. Je vais vous dire la plus grande réalisation. Elle est tellement évidente que les gens ne s'en rendent pas compte, et on oublie de le citer. Le sport le plus populaire des années 40, 50, c'était la boxe. Vous savez ça. La boxe a éclaté parce que les fédérations se sont scindées, et que c'est devenu complètement illisible les championnats du monde, parce qu'il y avait plusieurs fédérations qui se tiraient la bourre au niveau des titres, et le football a été menacé d'éclatement comme ça. Et aujourd'hui, la FIFA, la CAF sont des organismes qui ont le monopole des compétitions internationales d'équipes. Ça a l'air évident aujourd'hui pour nous qui regardons du foot, mais un scénario à la boxe était très possible il y a 20 ans ou il y a 30 ans, c'est-à-dire d'avoir une Coupe du Monde de la FIFA, une Coupe du Monde de la FIFA, une Coupe du Monde de la FIBA. Non mais c'est vrai, ça a l'air complètement aujourd'hui évident, mais on est aujourd'hui dans cette situation-là, et c'est très important. C'est à garder la crédibilité des compétitions internationales, y compris devant la montée des clubs qui, pour des raisons financières, sont clairement aujourd'hui opposés au football des nations. Voilà. Ça, c'est important. Maintenant, tout le reste, je suis plus sceptique, mais je voulais dire ça par honnêteté quand même. En tout cas. Juste une phrase par rapport à ce qu'il vient de dire, effectivement. Il a raison, moi j'ajouterai juste un point supplémentaire. Ce qui fait la richesse, je pense, d'un produit, c'est sa matière première. Aujourd'hui, le fait est, comme l'a dit le président, on a des joueurs de talent qui jouent dans les 4 coins du monde et qui sont très souvent des stars de leurs équipes. Est-il aujourd'hui concevable d'avoir un football africain à l'échelle mondiale aussi minime quand on a des talents aussi gros? Et c'est là où on revient effectivement à cette question de répartition des richesses, à des 15% d'un budget qui va dans du fonctionnement pour faire des réunions. Parce que je suis désolé, moi quand je vois par exemple sur la dernière Ligue des Champions, le club gabonais qui sort d'une CAN, qui joue contre le Wydad de Casablanca, sur le terrain, c'est pas possible. C'est-à-dire que même nous, quand on va jouer entre nous, on ne joue pas sur des terrains comme ça. Donc il y a très clairement un problème de gouvernance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut dire ce qu'on veut de Issa Hayatou, mais il faut dire que très globalement sur l'échelle de l'ensemble du continent, le football n'a pas si avancé que ça, malgré des talents intrinsèques et malgré une richesse des personnes qui est évidente. Moi, si vous permettez, donc, je pense que
quand on veut analyser, on veut évaluer un passage, surtout quand il est assez lent, hein, je pense qu'il faut prendre les précautions nécessaires. Hayatou, c'est vrai, il a géré une période et ça, bien sûr, a coïncidé avec le développement de la compétition, son évolution. Il y a des choses naturelles, automatiques qui se sont passées au niveau du football international. Les droits de télé, c'est un phénomène. L'organisation des compétitions dans des conditions meilleures, ça c'est l'évolution normale, mais il y a aussi d'autres acquis. Il faut dire que le comité exécutif a pu augmenter le nombre des pays africains participant au niveau d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, si on est à 5, c'est qu'il y avait un travail. Est-ce qu'il était au top ou non, ça c'est une autre question, mais c'est une réalité. On a commencé avec 1 qui jouait le barrage, on est à 5, et on va aller à plus. Mais, à mon avis, le véritable aujourd'hui enjeu qui va décider et qui va tracer l'avenir du football africain, c'est effectivement les conditions de pratique de ce football au niveau des pays. Ouais, on ne pourra pas continuer dans une logique où on forme une élite des équipes nationales basée en Europe sans qu'il y ait rien dans les pays. C'est sûr. Il faut qu'il y ait, à la limite, vous allez me dire que l'équipe d'Argentine ou du Brésil, il ramène ses 30 joueurs de l'étranger, je suis tout à fait d'accord, mais entre le championnat, entre les pratiques de football en Brésil et les pays où ces 30 joueurs évoluent, il n'y a pas beaucoup de gap. Et donc, ce qui permet donc d'éviter effectivement les perturbations de choc et qui risquent de fragiliser, sinon casser les systèmes. En tout cas, on va poursuivre nos débats, mais cette fois-ci avec vous, avec votre casquette de président de la Fédération royale marocaine de football, dans un court instant, dans la seconde partie du club. Restez avec nous. Bienvenue donc dans cette seconde partie du club avec notre invité ce soir, Fawzi El Rqja, le président de la Fédération royale marocaine de football et membre donc du comité exécutif de la CAF, la Confédération africaine de football. Nous avons consacré la première partie, bien sûr, à la CAF, au football africain, à l'élection de Fawzi El Rqja et au comité exécutif, bien sûr, aussi l'élection d'Ahmed Ahmed comme nouveau président de la CAF en lieu et place de Issa Hayatou. Parlons maintenant du football chez nous, du football au Maroc, où on sent les chantiers de la Fédération royale marocaine de football. Les chantiers, les priorités qu'on s'est fixées au départ, dans une feuille de route claire, qui aujourd'hui se trouve dans un livre qu'on a essayé de partager, qu'on diffuse. Ce sont les conclusions d'une réflexion, d'un diagnostic qui a été fait avec l'expertise nécessaire. Et pour résumer, pour aller vite, le football marocain, on a une expression du talent vers 10 ans de l'enfant, c'est-à-dire c'est un potentiel brut. Et juste après, donc on rentre dans le vide, donc pas de formation professionnelle. Plutôt, on se retrouve même dans des situations où la dégradation est négative. Quand l'enfant, on le confie à des gens qui n'ont rien à voir avec la formation. Et on commence à suivre les enfants jusqu'à l'âge de 19-20 ans pour les intégrer dans les clubs A. Du coup, donc on fait monter les meilleurs de ce qu'on a au niveau de cet âge-là. Et on essaie de ramener les meilleures compétences techniques et les meilleurs préparateurs physiques au niveau des équipes A. C'est vrai, on le fait, on le constate, mais les résultats ne sont pas à la hauteur de ces attentes pour les simples raisons que l'enfant qui est passé d'une longue période de vide n'a pas la capacité d'absorption et d'assimilation. Et j'ai toujours fait l'analogie avec un élève qui a fait un primaire et un collège brillant. Il saute le lycée et par la suite, on veut le mettre au niveau du Cambridge ou Harvard pour avoir une super intelligence. Et du coup, il n'arrive pas à assimiler, à suivre. Et donc, tout le travail devait et doit être focalisé sur cette période. Sur la formation, donc. Sur la formation. C'est-à-dire, on prend l'enfant entre 10 ans et jusqu'à 20 ans
on doit le prendre dans des formations scientifiques, professionnelles, au niveau technique et tactique, via les formateurs, et bien sûr la préparation physique, parce qu'il y a un autre constat, c'est que le joueur marocain au niveau du championnat, il fait un volume du jeu entre 35 à 40 minutes, alors que celui anglais, il fait 87 à 90 minutes. Et pour corriger tout cela, il y avait, bien sûr, il y a des actions immédiates, urgentes qu'il faut mettre en place. Tout d'abord, c'était l'infrastructure. Ouais. Dans toutes les petites et moyennes Parce que le villes. résultat de ce travail ne va pas se voir aujourd'hui, de toute façon. Ben, ça, c'est clair. Moi, je n'étais jamais dans une logique d'entamer une action pour avoir les fruits au cours de mon mandat. Ce que j'essaie de faire, c'est de construire pour notre pays, pour le royaume du Maroc. Que les autres viennent par la suite et auront les résultats escomptés à la hauteur des attentes des Marocains. Je serai le premier à les féliciter et ça me fera énormément plaisir. Donc on a commencé tout d'abord par les terrains. J'ai dit que dans toutes les petites et moyennes villes du Maroc, 10 000, 15 000, 20 000, il n'y a pas de pelouse. Il n'y a pas de pelouse. Et il a fallu attaquer ce problème. Aujourd'hui, résultat d'aujourd'hui, on a livré 62 pelouses synthétiques dernière génération. Et c'est un travail qui a été fait avec tous les ministères concernés. Et en matière de gouvernance, c'est très important, c'est la direction des équipements publics qui s'est occupée de la finalisation des cahiers de charges, du lancement des appels d'offres et du contrôle technique. Ce qui a permis d'ailleurs d'aller très vite. Et c'est une machine qui est devenue rodée et fluide, d'où les possibilités effectivement de faire profiter les fédérations africaines de ce projet, de cette vision. Au niveau des centres de formation des clubs, on veut doter les clubs d'élite des centres de formation. C'est là où les enfants doivent jouer et doivent pratiquer le football sur la base des normes. Ce qu'on a commencé, on a réussi Tétouan, le FUS, en collaboration avec les clubs. Et je précise que la fédération a contribué dans ces projets en matière financière de 25 millions de dirhams. Donc c'est très important. Via toujours l'argent que les ministères ont mis à la disposition de ce projet. On continue aujourd'hui avec le Raja. Avant fin 2017, le centre sera fini. À Berkane, les phares, le WAC, le MAS, etc. L'idée, c'est d'avoir des centres partout au niveau des clubs. Le deuxième niveau de sélectivité... Et avoir des gens pour faire fonctionner ces... Je vais revenir aux gens. Parce que l'être humain, il est au centre. C'est un paramètre ultra important. Il ne suffit pas de mettre des infrastructures physiques, il faut qu'il y ait l'être humain, donc formé pour cela. Et le deuxième niveau de sélectivité, c'est les centres régionaux de formation. C'est-à-dire on prend la sélection de la région. Les centres d'oriental, du centre et du nord et du sous, ils sont en cours donc, de réalisation, ils sont achevés dans moins d'un an. Et le centre d'excellence de Mamora, donc il est en cours, octobre 2017, on aura un centre comparable à ceux d'Europe, au Clairefontaine, sinon dans des conditions meilleures. Maintenant, pour revenir à l'être humain, on a doté déjà les clubs aujourd'hui de 16 formateurs, les clubs d'élite de première division, donc de toute origine. Ce qui a le critère de recrutement, c'est la DTN, la Direction Technique Nationale, qui a fait tout cela. Le critère, c'est la compétence et les critères d'expérience en la matière. Donc il y a 16 formateurs qui exercent depuis 3 mois. Et il y a 16 préparateurs physiques qui exercent avec toutes les catégories, minimes, cadets, juniors et espoirs. Donc la formation, l'infrastructure, il y a aussi le cadre légal dans lequel évolue en tout cas ce football marocain. On parle depuis plusieurs années du passage de l'association sportive à la société anonyme. On en est où aujourd'hui? Il doit y avoir des réticences. Quand est-ce qu'on verra un championnat marocain professionnel géré par des clubs professionnels? Et gérer aussi des clubs professionnels qui sont gérés, en tout cas que ce ne soit plus des associations avec des bénévoles et tout ça. Tout d'abord, si Jalal, il faut faire un constat très important dans toute réflexion du genre. C'est qu'aujourd'hui, les clubs, au niveau de leur gestion, ils ne font pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est souvent parce qu'ils n'ont pas la compétence aussi. Un financier d'un club, c'est un financier.
surtout avec effectivement les flux d'argent aujourd'hui utilisés au niveau du football. Un administratif, il doit être un administratif. C'est-à-dire, quand on a fait le diagnostic au niveau de nos clubs, on a des gens qui utilisent beaucoup plus la notion d'expérience, le nombre d'années passées dans le football, au détriment de l'expertise. Ouais. Et donc, pour réaliser le passage et aller vers une institution qui est Société anonyme du sport, d'ailleurs, qui est exigée par aujourd'hui la loi, on a 2 années de transition. On n'a pas le choix. Le législateur au Maroc, il a décidé donc, de faire passer les associations sportives, pas footballistiques, en société donc anonyme football de sport. Pour faire cette transition, on ne pouvait pas aller dans une décision où on va dire on décrète ce changement d'un jour à l'autre. Ça ne pouvait pas marcher. On a opté pour l'approche déjà de partage avec les clubs. Ça a commencé depuis 2 ans à Skhirat, des réunions marathoniennes avec tous les clubs. On a essayé d'expliquer les avantages, les atouts, les difficultés. Et on a engagé, suite à un appel d'offres, donc les bureaux d'audit d'expertise spécialisés qui aujourd'hui travaillent avec les sociétés du monde d'affaires pour les accompagner à devenir société anonyme quand il y a une société responsabilité physique, etc. Donc on a utilisé le même potentiel d'expertise qui existe au niveau de notre pays. Ils ont démarré un travail. On a eu les premiers fruits donc, de ces transformations. Aujourd'hui, on a 2 clubs qui ont décidé ce passage au niveau de leur comité, c'est le FUS et le HAC. 3 ou 4 le feront bien avant la fin de ce mois. Et je pense que le début du championnat prochain se fera avec des structures institutionnelles adéquates. C'est vrai qu'il faut noter une chose, c'est en aucun moment il y avait une réticence. Comme j'ai dit, il y a des lacunes. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la signature de la convention avec l'Institut de l'image, qui a aujourd'hui démarré une formation pour tous les métiers du football et qui, aujourd'hui, on a 60 personnes en cours de formation et qui seront donc mis à la disposition des clubs pour appliquer donc à juste valeur ce qu'on veut. Sinon, ça risque donc de rester des décrets ou des décisions sur papier. D'ailleurs, le grand problème qu'on a connu il y a quelques années au niveau des cahiers de charges, c'était effectivement l'amélioration de la capacité de gestion des clubs. Marocains. Parlons aussi peut-être de l'élite et de l'équipe nationale, Amine. Oui, de l'équipe nationale, parce que je pense que ce qu'a vient d'énumérer le président de la fédération est très louable et promet de jolies choses à venir. Mais maintenant, on va juste se positionner au niveau du Marocain Amna qui aime le foot. Bien sûr. On sera, et vous serez toujours jugés que sur l'équipe nationale et les résultats de l'équipe nationale. Parce que tout le reste, on a quand même l'impression, encore une fois, je me fais porte-voix de gens de la rue qui aiment le foot, que le football des clubs restera entre les mains des clubs et que si les clubs ne jouent pas le jeu, ben ça ne marchera pas. Et très souvent, on a l'impression qu'ils n'ont pas joué le jeu, notamment tout à l'heure quand vous disiez que vous accordiez une manne, par exemple, pour payer les formateurs que vous avez mis à disposition. Aujourd'hui, on sait bien que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens. Le marché transfert atteint des sommes faramineuses avec des clubs parfois qui recrutent chaque 15 à 20 joueurs et qu'on ne voit jamais, qu'on ne connaît pas. Et qu'aujourd'hui, si ces clubs-là ne sont pas mis au pas, et à mon sens, j'estime qu'aujourd'hui, c'est votre principal challenge, c'est de faire en sorte de réguler justement ce comportement des clubs. Instaurer un fair play financier. Par exemple, et aujourd'hui, on ne peut pas le faire sans une société anonyme à objet sportif, telle que vous en parliez tout à l'heure. Mais aujourd'hui, l'équipe nationale, à mon sens, reste votre principal baromètre. Quand vous partirez président, on ne retiendra que ce qu'on aura réalisé. Pour l'instant, ça marche bien, on passe au peut-être deuxième aussi tour de la CAN. l'outil qui va permettre de travailler dans la sérénité pour réaliser tous ces chantiers. Oui, mais tout à l'heure, quand il disait qu'aujourd'hui le club joue le jeu, moi je pense qu'aujourd'hui c'est le plus grand challenge. Est-ce qu'ils jouent véritablement le jeu? Est-ce qu'ils vont respecter ce cahier des charges jusqu'à la fin? Est-ce qu'ils vont aller vers ces associations? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez dit est formidable. Mais après, si vous n'avez pas les principaux acteurs qui vous suivent dans ce chantier-là, moi, je suis très, très dubitatif. Maintenant, pour l'équipe nationale, effectivement, il y a tellement de... Leda, il y a tellement sur, de... le chantier est tellement long, parce que c'est énorme. Hein, Sur quel sujet?
Est-ce que les clubs vont jouer le jeu? Ça, on ne sait pas. S'il n'y a pas d'acte coercitif pour qu'ils jouent le jeu, ils ne le joueront pas. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt. C'est très simple. Aujourd'hui, on a une équipe nationale qui est complètement déconnectée de son environnement naturel, qui est le foot marocain. Je pense que ce n'est pas comparable à ce qui se passe en Amérique du Sud. Ça s'est passé petit à petit. Il n'y a pas vraiment de contact entre les joueurs et le public en dehors des moments où ils viennent jouer au Maroc. Il n'y a pas non plus de contact entre les sélectionneurs et les entraîneurs nationaux. Bon, je ne suis pas en train de poser un... C'est un choix qui a été fait. Voilà, il est comme ça. Il est ce qu'il est. Est-ce que pour vous, c'est une situation normale? C'est très simple comme question. Oui. Je vais revenir tout d'abord au club. Est-ce qu'ils ont joué le jeu? Moi, je dis, parce que moi aussi, le football, je l'ai connu dans un club. Et souvent, on n'est pas juste quand on traite ces présidents de club de tous les adjectifs et qu'on mette toutes les responsabilités sur leur dos. C'est injuste. Ça n'a pas été le cas, là. Ça n'a pas été le cas. Là, ce qu'on a dit, est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Moi, quand je parle de ce constat, c'est le constat effectivement aussi de la sphère publique. Ouais. Moi aussi, j'écoute ce qui se passe au niveau Bien de... sûr. Je ne parle pas de vous, de vos interventions. Et excusez-moi, par rapport à l'image, quand on a vu les images de l'élection de l'Assemblée générale de la FRMF, c'est des images qui ont fait beaucoup de mal à nos dirigeants. C'est quand même pas quelque chose qu'on peut présenter comme étant un modèle de fair play ou de... Enfin, je dirais, c'est des images que vous avez vues, vous y étiez. Ouais. C'est difficile de ramer quand on a vu ça avant, quoi. Très bien. Et juste une précision aussi avant que vous dites aujourd'hui que les attaques se font ad hominem, on va dire, par rapport au président de club à qui on fait endosser toutes les responsabilités. Aujourd'hui, je pense qu'à part le Real et le Barça, il y a très peu de monde qui connaissent les noms des présidents de l'Atlético de Madrid ou de Bilbao ou de Paris Saint-Germain, non, c'est un mauvais exemple, mais de la plupart des clubs mondiaux, parce qu'en général, ils sont en retrait et ce sont les acteurs du sport qu'on connaît. Alors qu'ici, on connaît parfaitement tous les présidents de clubs de Botola 1 et presque de Botola 2, et on peut suivre aujourd'hui leur mouvement au quotidien et des décisions qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas. Donc vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, le peuple et le peuple du football au Maroc ne connaissent qu'une représentativité qu'une représentation au niveau de son football, c'est les présidents de club. Donc il faut qu'ils acceptent le jeu, parce qu'eux-mêmes jouent ce jeu-là. Oui. Donc il y a plusieurs questions, plusieurs chantiers effectivement qui ont été évoqués en même temps. Quand on parle déjà de l'image de l'Assemblée générale de la Fédération, c'est vrai que ce n'est pas normal, c'est triste de voir ces images et que ça ne reflète pas les valeurs du football, les valeurs minimes, qui est le fair play. Mais à la limite, on se focalise sur le football. Aujourd'hui, les gens qui sont dans le football, ils ne sont pas en déconnexion par rapport à la vie publique. Ils sont des élus. Et ce sont aussi des présidents de communes, de grandes communes, des députés. Au niveau du bureau exécutif, il y a 6 ou 7 députés. Et c'est notre... On ne peut pas discuter le développement de l'image ou d'une population partiellement, abstraction faite par rapport à ce qui se fait autour. Oui, le football aujourd'hui, les gens qui gèrent le football reflètent exactement l'élite qu'on a dans notre pays. On est d'accord. Si vous voulez qu'on détaille là-dessus, on peut aller même à des niveaux supérieurs. Il reste quelques petites minutes pour aller à l'équipe nationale et pour aller à l'équipe nationale et à la question de Reda, que cette équipe elle est déconnectée de son environnement naturel. C'est-à-dire elle n'est pas, on ne sent pas qu'elle est. Attention, je vais être précis, je ne parle pas de l'origine des joueurs, je parle d'un objet qui flotte au-dessus de son environnement. Je suis d'accord. C'est le résultat effectivement de plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc notre Botola, il est resté là où il était. Il a reculé. Il a reculé, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que fin des années 70, au début des années 80, j'étais dans les stades aussi. C'est vrai que l'émotion, le rappel de quelques actions individuelles, il fait toujours... la nostalgie qui fait voir des choses encore beaucoup plus belles qu'elles ne l'étaient vraiment. En tout cas, en tout état de cas... 99. Oui. Le baromètre, ce n'est pas seulement des résultats, le baromètre, c'est aussi ce qui est autour. Oui. C'est pas seulement on a gagné 4-1 et Ligue des Champions, c'est tout ce qui est autour. Il n'y a pas de problème. Mais que je termine, moi je pense que, en tout cas, le Botola, il n'a pas évolué avec la même vitesse. Donc, des Botola où nos joueurs ont évolué. Et du coup,
Le choix au niveau de l'équipe nationale, c'est parce que c'est un sélectionneur qui choisit, qui fait les choix à différents moments. Il choisit les meilleurs. Et ben, c'est tout à fait normal qu'un joueur qui a évolué à Bordeaux, il va se retrouver dans des conditions nettement meilleures que nos clubs. Pour corriger, et la situation normale, idéale, c'est effectivement d'être à des niveaux semblables, légèrement inférieurs, pour apporter quelques éléments de l'étranger et qui apportent une véritable valeur ajoutée. C'est notre situation durant les milieux des années 80 où il y avait Krimo, Boudrabala qui venaient de l'étranger. Et tout le reste, effectivement, c'était des joueurs qui vivaient dans leur ambiance. Et c'est ça le plus important. Il ne suffit pas de jouer dans le Botola, mais c'est de vivre dans l'ambiance marocaine. Quand je parle de milieu, je ne parle pas d'origine. Et si on veut conclure avec les clubs, moi je pense que l'évolution d'un club, il est semblable à l'évolution d'un système. Il y a la responsabilité du top management, oui, mais il y a tout le reste. L'écosystème. Eh bien oui, il y a tout le reste. Et comme je l'ai dit, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, le changement, il ne faut pas l'imposer en décrétant des choses. Il faut l'imposer et le rendre obligatoire en mettant donc les potentialités et les compétences nécessaires qui n'accepteraient pas de gérer donc à la classique. Mais ces compétences-là pourront avoir accès justement à ces clubs-là, parce qu'on le sait bien. Aujourd'hui, ces clubs sont pris en otage, et moi je peux le dire très clairement, sont pris très souvent en otage par d'anciens joueurs de ces mêmes clubs qui n'ont pas été formés, qui sont là aujourd'hui avec l'espoir d'intégrer des structures sans véritable valeur ajoutée et qui feront toujours une sorte de barrière aux nouveaux entrants que vous aurez formés. C'est très compliqué, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très important de... Vous me parlez du jouer le jeu. On a interdit les entraîneurs de changer le club. C'est du consommé. Bien, écoutez, je vais vous citer des exemples. Il faut savoir là où on était. On était dans une situation où chaque club jouait avec le ballon qu'il voulait. Unifier le ballon, c'était déjà un exploit. C'est la réalité ou non? Ben oui, il y avait des ballons, je ne voulais pas citer des marques, mais partout et différents. Aujourd'hui, on a pris la décision, au bout d'une saison, d'entraîneur, la seconde, de soumettre tous les recrutements du mercato, donc à l'appréciation de la commission de gestion, et tout le monde a vu le nombre de transferts qui ont été faits au niveau du mercato. On est passé du simple à diviser par 30, d'une part. Troisièmement, au niveau vous avez parlé des compétences. Les compétences, on va aujourd'hui, le formateur et le préparateur physique au niveau des clubs, c'est une réalité. Ils sont là, ils travaillent avec les classes jeunes. Il n'y a pas un seul club aujourd'hui qui n'a pas adhéré. Et s'il n'adhère pas, la situation, elle est simple. C'est effectivement parce que ce sont des choses qui ont été décidées collectivement avec l'ensemble des clubs. Et à ce moment-là, le club qui n'adhère pas, il n'a qu'à trouver un autre championnat pour évoluer. En tout cas, c'est clair. Merci beaucoup Fawzi Lqcha, merci beaucoup à Reda Allali, à Amin Rahmouni. Franchement, à chaque fois qu'on vous accueille, le temps passe vite et il y a voilà, exactement plein d'autres sujets qu'on aimerait exactement. Ben, on l'invitera, il reviendra très prochainement pour nous parler aussi, si vous êtes d'accord, aussi de l'équipe nationale et des chantiers de l'équipe nationale. En tout cas, encore une fois, mille merci, félicitations après votre élection au comité exécutif de la CAF. Très rapidement, on va aller en Coupe du Monde parce que ça intéresse tout le monde, cette histoire. Rapidement. Inch'Allah. Vous me promettez? Ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer nos chances. On va jouer nos chances jusqu'à la dernière minute. Il n'y a pas de raison. Les 3 équipes qui étaient avec nous, qui sont avec nous en compétition, ils n'ont pas dépassé 100. Est-ce que le Mali est encore en course ou pas? Le Mali, pour le moment, il est disqualifié. Et on attendra fin août. Le prochain match, c'est fin août. Le prochain match pour l'équipe du Maroc, c'est une double confrontation justement face au Mali. Si jamais le Mali revient donc à la compétition et si la FIFA lève la sanction concernant donc le Mali. C'est la fin de cette édition du club. Mille merci d'avoir suivi. Ciao, à la semaine prochaine.